À la une de cette édition, une impressionnante attaque de fourgons blindés. L'attaque a eu lieu en début d'après-midi sur la route nationale 17 dans le sens Arras-Lens. 5 voleurs se sont fait passer pour des membres du GIGN pour réquisitionner un véhicule, ce qui leur a permis de rattraper le fourgon blindé qu'ils ont ensuite attaqué à l'explosif. Et les hommes étaient donc armés et cagoulés. Ils ont bloqué le fourgon entre 2 camions pour le braquer avant de prendre la fuite en voiture en direction de Calais. Selon des témoins, ils ont établi un faux balisage de retrécissement de route avec du matériel de signalétique volé. Par chance, les convoyeurs sont sortis indemnes. Ils ont eu le réflexe de sortir du véhicule alors que les braqueurs étaient en train de poser des explosifs. L'assaut était si violent qu'il ne reste quasiment plus rien du fourgon blindé. Selon les premières informations recueillies sur place, les voleurs seraient repartis avec 2 millions d'euros. La gendarmerie a déployé un dispositif de recherche, dont un hélicoptère. Au Japon, la situation reste très grave et la communauté internationale se tient au chevet de ce pays pour apporter toute l'aide nécessaire. La catastrophe nucléaire est toujours possible. De la radioactivité a même d'ailleurs été détectée à Séoul. Si vous étiez avec nous lundi, vous avez peut-être entendu le témoignage de Marie-Christine Collard. Cette romancière habite donc au Japon. Elle a suivi son mari dans ce pays et nous expliquer par téléphone la situation. Aujourd'hui, nous avons de ses nouvelles. Elle est rentrée chez elle en France à Lambersart et elle nous a ouvert ses portes. Je vous propose de l'écouter au micro de Frédéric Regnault. Je me demande dans quelle mesure la télévision leur disait véritablement ce qui se passait. Parce que nous, on avait les messages de l'ambassade qui n'étaient pas très rassurants. Et quand j'en parlais à mes amis japonais, ils disaient « Oh non, ça va, pas de problème, il suffit de prendre une douche ou il suffit de bien se calfeutrer. Si jamais il pleut, eh ben on prendra un parapluie pour se protéger des pluies radioactives. » Voilà, ça paraissait anodin pour eux. Et je ne sais pas s'ils prenaient la mesure de la gravité de la chose. En justice, le Conseil des prud'hommes de Roubaix a étudié cet après-midi le dossier de Jacques Séné et a décidé de reporter le procès au mois de juin. Souvenez-vous, ce Sénégalais âgé de 23 ans avait été recruté par l'ES Ouascal en 2008. Le club lui aurait promis de signer un contrat professionnel, mais finalement, ce qui lui a été proposé a été un contrat d'agent d'entretien. Révolté, il a porté plainte contre ce club amateur pour demander sa régularisation. Son avocat demande la requalification de son contrat. On l'écoute d'ailleurs au micro de Pierre Beauvillain. Il faut distinguer l'aspect administratif et l'aspect judiciaire aujourd'hui. Sur le plan judiciaire, ça ne change rien pour M. Séné. Sur le plan administratif, nous attendons toujours que le préfet veuille bien l'autoriser à pratiquer le sport qui est son travail, tout simplement en le régularisant. Je pense que c'est, comme je l'ai indiqué la dernière fois, c'est en bonne voie et le préfet est en train de réexaminer avec bienveillance la situation de M. Séné. Un obstacle de franchi pour Florence Cassé et peut-être même une lueur d'espoir. La première chambre de la Cour suprême du Mexique a accepté d'examiner le recours en révision de son procès. Cette instance devra vérifier la constitutionnalité du rejet du pourvoi en cassation. Je vous rappelle que la nordiste a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et des accusations qu'elle a toujours niées. Une avancée donc pour ce dossier enlisé depuis maintenant 5 ans. Il faudra tout de même être patient car aucun délai n'a été fixé pour le rendu de cette décision. Opération lycée mort au lycée professionnel Francisco Ferrer à Lille-Fives. La grogne monte d'un cran chez les enseignants. Ils sont toujours opposés à la suppression de plus de 800 postes sur l'Académie de Lille. Une vingtaine de professeurs s'est donc réunie devant les portes de cet établissement et comme à chaque fois, ils ont reçu le soutien des parents d'élèves et des lycéens. Ce lycée devrait récupérer les élèves du lycée Lalo à Lille qui fermera ses portes en septembre prochain. Résultat, les enseignants et les parents d'élèves craignent des classes surchargées alors qu'aucune création de poste n'est envisagée. À la rentrée prochaine, les classes seront composées d'environ 30 élèves. Élodie Bernachon était sur place pour Grand Lille TV. Ce ne sont pas vraiment des suppressions, ce sont des non-créations. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'élèves à la rentrée et on nous enlève des heures. Oui, c'est un ras-le-bol de la part des collègues. Il y a de l'argent pour aller sauver la faillite des banquiers, mais il n'y a jamais d'argent pour les choses utiles pour la population. Il n'y a pas d'argent pour l'école. Mais nous, on veut défendre le service public, on veut défendre l'école. On espère que le rectorat revienne sur une proposition de dotation horaire et prenne en compte non pas la logique générale mais du cas par cas et prenne conscience de la situation de cet établissement et surtout des élèves.
Le chantier du Grand Stade avance à grands pas et la question du reboisement est d'actualité. Car avec tous ces travaux, 3 hectares ont été supprimés et selon la loi de l'urbanisme, Lille Métropole a l'obligation d'en reboiser 12. 44 arbres fruitiers ont déjà été plantés. Maintenant, le reboisement continue avec pas moins de 9000 plants mis en terre sur le site du bois Leurant à Ronques. Ces plantations permettront de densifier le bois et d'ici 50 ans, on verra apparaître une jolie forêt. Explication supplémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Par rapport au code forestier, au code de l'urbanisme, on nous impose et on est obligé finalement quand on déboise de reboiser derrière. Et donc lorsqu'on défriche, là en l'occurrence à peu près 3 hectares, eh bien, il y a un ratio de 1 pour 4 qui est mis en place. Donc on va reboiser 12 hectares de boisement compensatoire ailleurs. Il se trouve qu'il y avait des opportunités foncières publiques qui existaient notamment sur Ronques. Et Ronques s'est positionné parce que Ronques avait un projet bien particulier d'aménagement de sa trame verte et bleue. Le film Au bistrot du coin avec Fred Testo et Guy Lecuy sort dans les salles. Vous aviez d'ailleurs peut-être suivi l'avant-première sur notre antenne. Eh bien, sachez que ce film est à découvrir en 7 langues régionales, dont le ch'ti. Le doublage en ch'ti a été réalisé chez nous dans le Nord par une société lilloise. Notre équipe, une équipe de Grand ITV, s'est donc glissée dans les coulisses. 13 acteurs au total ont assuré 28 voix dans ce film. Cette version a tout de même un coût, 90 000 €, mais le résultat est plaisant. Un travail qui demande beaucoup de patience et de précision, comme nous l'explique Hugues Martel au micro d'Élodie Bernachon. Les difficultés dans le doublage sont les mêmes que pour le métier de comédien. C'est-à-dire faut savoir jouer la comédie. Bon, ensuite, il y a quand même beaucoup d'aspects techniques qui rentrent en ligne de compte aussi. C'est-à-dire que on n'a pas le corps qui peut accompagner forcément ce qu'on a à jouer. Parce que là, je peux m'exprimer avec mes mains, etc. Pour doubler, évidemment, quelquefois on fait ça. D'ailleurs, les ingé-sons disent non, garde tes mains. Ou alors, ta chemise fait du bruit. Ou frappe pas du pied parce qu'on s'énerve. On est là. Frappe pas du pied, mon Dieu, etc. Donc, on n'est que mental et oral. Donc, là, c'est une contrainte. Fin de ce flash, à suivre votre météo.